Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov parlait de maison passoire. Je pense qu'on peut aussi en parler pour l'hôpital. Et son invité aujourd'hui est le professeur Michael Perromort, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris et auteur de ce livre « L'hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit » chez Albin Michel. Alors, professeur Perromort, je suis très heureux de vous recevoir parce que vous parlez vrai. Et c'est vrai que dans l'inflation de médecins que nous avons du matin au soir et du soir au matin, welcome, mais un certain nombre, franchement, allez, je n'engage que moi, disent tout et le contraire de tout. Ce n'est évidemment pas votre cas, ce n'est évidemment pas le cas d'un certain nombre de personnes qui disent au moins, je dirais, le cohérent et le vrai. Alors, justement, l'hôpital, ce qu'on nous a jamais dit, où on en est par rapport à cette extraordinaire inflation de chiffres qu'on a du matin au soir. Alors, d'un côté, on entend le Texas, plus de masques, plus de rien. Les chiffres au Texas, aux États-Unis, chutent. Les chiffres de réanimation, les chiffres d'hospitalisation, les chiffres de mortalité et de létalité baissent assez drastiquement quand même. C'est vrai aussi pour la Floride. Alors, on donne toujours l'exemple suédois. Alors, dans cette avalanche où un chat ne retrouvait pas ses petits, dans cette opacité, où en est-on Alors bon, moi je ne suis pas épidémiologiste, mais je travaille à l'hôpital, donc je vois ce qui s'y passe. Et bon, je ne voudrais pas parler pour tous les hôpitaux, mais ce que je crois quand même vrai, en tout cas en région parisienne, oui, c'est que les services sont tendus, les services de médecine conventionnelle et les services de réanimation ont encore beaucoup de patients Covid. En revanche, et ça c'est un très bon signe, les arrivées à l'hôpital par les urgences ou par le SAMU pour des patients Covid sont en train de baisser. Comme si finalement on venait de passer un pic. C'est vrai qu'il reste des patients en grand nombre à l'hôpital à Paris dans les services Covid, y compris en réanimation, mais ce sont des patients qui se sont accumulés au fil des semaines. Voilà. Mais on a l'impression qu'en amont, c'est-à-dire au début de la chaîne, c'est en train de se tarir. Depuis quand on constate cela? Depuis 10-15 jours. D'accord. Et qu'il y a une baisse, en tout cas sensible, des entrants, des arrivées. Entrants, c'est ça. Et alors, dites-moi, vous avez, je vous ai entendu, et des milliers de personnes aussi, je vous ai entendu effectivement, sur le confinement, parce qu'on s'est posé la question et du confinement et du couvre-feu. Et franchement, après plus d'un an, vous êtes à l'hôpital, vous êtes bien placé pour le savoir, professeur Perromort. Vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu ou pas une corrélation entre les confinements, les couvre-feux et ce qu'on a pu constater par rapport au Covid? Je n'en suis moi-même pas sûr. C'est très difficile de répondre à cette question. Je suis un farouche opposant au confinement, pour tout un tas de raisons. Pourquoi, justement ? La première, elle est économique, c'est-à-dire que je pense que le confinement va rapporter de la pauvreté que l'épidémie déjà en elle-même allait apporter au pays. On ne peut pas dire que la France soit un pays aussi riche que par le passé. Tout ça va générer beaucoup de dettes, beaucoup de misère sociale et in fine aussi sur le plan sanitaire un certain nombre de dégâts. Donc je suis très très farouchement opposé au confinement depuis le départ d'ailleurs. Je pense qu'il aurait fallu mettre au point tout un tas d'autres mesures pour éviter justement ce confinement. Après, ce que disent les réanimateurs quand même, c'est que quand on établit un confinement strict, le couvre-feu c'est encore une autre histoire, mais un confinement strict, c'est vrai que eux disent qu'au bout d'environ 2 semaines, on voit baisser les arrivées en réanimation. C'est eux qui le disent. Moi, je suis persuadé que même si le confinement peut, in fine, avoir une action temporaire sur les entrées en réanimation, je pense néanmoins que sur le fond du sujet, c'est-à-dire sur l'évolution propre de l'épidémie, ça ne change rien, à moyen et à long terme. Oui, surtout, vous savez qu'il y a eu des études sur le traitement des eaux usées, et on a montré que la baisse du virus avait commencé même avant le confinement. Exactement. Donc, et on a eu l'impression, certains ont eu l'impression, mais encore une fois, je ne suis pas expert de la question, que cette fois-ci, là, récemment, on a confiné, alors que peut-être on aurait pu y échapper, parce que l'inflexion était déjà là. Et le couvre-feu, ça sert à quoi, franchement ? Moi, je pense, mais encore une fois, c'est un avis très personnel, je pense que le couvre-feu est contre-productif. C'est-à-dire qu'à mon avis, non seulement il ne freine pas l'épidémie, mais éventuellement, il peut l'aggraver. Puisqu'on voit en fait que tout le monde se précipite
dans des zones assez denses, que sont les transports en commun notamment, au même moment. Et moi, je crains que ça ait eu un effet négatif plutôt sur l'épidémie. Oui, c'est-à-dire effectivement, parce que, non mais ça on s'est toujours demandé, surtout, vous avez vu quand même, aujourd'hui, alors ça va très 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 loin, vous avez vu que 14 départements des Alpes-Maritimes ont proclamé l'interdiction, la préfecture, le port du masque obligatoire sur les plages sous peine d'une amende de 135 €. Alors qu'on a entendu partout que justement en plein air, au bord de la mer ou dans la montagne, le masque franchement ne servait pas à grand chose. Alors on ne comprend pas aujourd'hui, en même temps, des préfectures décident de rendre le port du masque obligatoire ou au bord de la mer. Je suis du même avis que vous, c'est totalement absurde pour reprendre le mot souvent utilisé. Il y a des choses de bon sens, il y a des choses absurdes, et très souvent, malheureusement, ceux qui décident dans notre pays, comme dans d'autres pays d'ailleurs, jouent plutôt le côté absurde des décisions que le côté bon sens. Je suis comme vous sur ce sujet, je n'ai pas compris cette obligation de masque à l'extérieur quand il n'y a personne autour. Et on se demande, encore une fois, sans faire des spéculations, mais c'est ce côté quand même qu'il y a eu depuis le début, on en parle avec vous, ce côté au fond d'organiser plutôt le côté pression, le côté peur, le côté attention, restez chez vous, confinez-vous, attention à ceci, et qui provoque, d'ailleurs dans la population, vous le savez mieux que moi, des espèces de réactions quelquefois d'agressivité envers qui ne porte pas le masque, etc. Bien sûr. Est-ce que tout se passe comme si on avait des idées de manager par la peur, quelque part, je sais pas. Je ne sais pas si c'est une volonté délibérée de prendre le contrôle des citoyens par la peur. Mais en tout cas, effectivement, il y a une espèce d'ambiance générale dans le pays depuis 1 an qui consiste à dire aux gens qu'on est face à une épidémie très, 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 très grave qui tue beaucoup, alors que c'est objectivement faux. En réalité, je rappelle quand même que sur 1000 Français, il y en a 1,4 qui est décédé de ce virus, et la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont passé 75-80 ans avec des comorbidités. Donc oui, cette épidémie est sérieuse, oui, c'est un coup dur pour le pays et pour le monde. 1,4 sur 1000, c'est quand même... c'est très très peu, c'est très très peu. Bien sûr. Et moi, la peur que j'ai, si vous voulez, c'est qu'on soit rentré dans un système maintenant où le principe de précaution est érigé en valeur suprême, et où à l'avenir, quand on ne parlera plus du Covid, pour la prochaine maladie infectieuse qui va arriver, on fera la même chose, y compris pour la grippe banale, qui ne tue que, entre guillemets, 15 000 personnes par an. Ça va devenir infernal, c'est-à-dire qu'on privilégie aujourd'hui la santé de quelques-uns au détriment de la liberté de tous. Oui, c'est ça le problème qu'on est en train de vivre. Ce qui est grave. On va se retrouver avec le professeur Perromort tout de suite, après ceci. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons de parler avec le professeur Mickaël Perromort, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris, et qui a écrit un livre que je vous recommande absolument, Albin Michel, chez Albin Michel, Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. Et justement, sur l'hôpital, ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur RTL, disait ceci. Sur l'ensemble des derniers jours, nous augmentons en moyenne de 50 lits. Chaque jour, nous ouvrons l'équivalent de 50 lits de réanimation dans notre pays. Et chaque jour, nous, entre guillemets, hospitalisons en réanimation une trentaine ou une quarantaine de malades en plus, parfois plus d'ailleurs. Et donc, nous sommes en train de monter nos capacités de réa, toujours pour suivre la demande, progressivement, notamment en faisant appel, vous l'avez dit, à la réserve sanitaire ou aux plateformes renfort Covid. La pression sanitaire, elle augmente dans notre pays. C'était attendu, puisqu'elle reflète la pression épidémique d'il y a 15 jours. Alors, nous ouvrons chaque jour, nous faisons réserve sanitaire, les étudiants en santé. Mais en même temps, un journal peu soupçonné de fake news, qui est le cas à enchaîner, rapportait quand même que l'année dernière, enfin, entre mars 2020 et mars 2021, en plein Covid, on avait supprimé uniquement en Île-de-France, 800 lits d'hôpital. Alors, vous êtes chef du service, vous êtes un des chefs du service à l'hôpital Cochin, d'urologie à l'hôpital Cochin, professeur Perromort. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un côté, on nous a dit que le grand problème du confinement, du couvre-feu, c'est qu'il y avait de la saturation. D'un autre côté, on supprime.
Il y a une discordance, en effet, entre le discours officiel, qui consiste à dire qu'on est en train d'ouvrir des lits, et la réalité. La réalité, c'est que depuis une vingtaine d'années à peu près, et ça s'est aggravé au fil du temps, on supprime des lits, on supprime des services, on supprime des hôpitaux. Alors, certains d'entre eux méritaient d'être supprimés quand c'est un tout petit hôpital qui n'a aucune valeur ajoutée, qui coûte plus qu'il ne règle de problèmes et qu'il n'apporte de services. C'est vrai. Mais néanmoins, sur la masse globale en France, on ferme, on réduit le personnel, on réduit les lits. Au nom de quoi? Au nom des coûts, des surcoûts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est consacré à la santé et à l'hôpital en particulier, et on considère que pour rentrer dans les budgets, il faut fermer l'offre de soins, réduire l'offre de soins, ce qui est une erreur, puisqu'à mon avis, les économies, il faudrait les faire ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Quand M. Véran dit, on ouvre tous les jours 50 lits, mais c'est un élément de langage. En réalité, on prend des lits ailleurs et on les transforme en lits de soins critiques. Mais on n'ouvre pas, on transforme. Oui, on ferme par exemple des services de chirurgie, dont le mien, on supprime des lits là où on peut dans les services de soins courants et on les transforme en lits de réanimation. Mais il n'y a pas de création ex nihilo. Ça, c'est un leurre. C'est important. C'est un leurre. Ouais. Et en fait, on supprime, on l'a vu, des cancéreux, des tas de gens qui ont des maladies importantes qu'il faut soigner, ne peuvent même pas aller à l'hôpital parce qu'on leur dit non, il n'y a pas de place. Nous, par exemple, dans mon service, en neurologie à Cochin, ça fait 1 mois et demi quasiment qu'on a réduit d'un tiers notre activité. Alors, il y a parmi les patients qu'on a déprogrammés des gens qui ont des soins qui ne sont pas du tout urgents. Il ne faut pas non plus dramatiser. Mais c'est vrai que ça finit par peser et là, on arrive un peu limite. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Trop longtemps, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'était très important de dire attention, on n'ouvre pas, on transforme. On transforme, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, est-ce que c'est quelque part, parce qu'on a considéré, et ce n'est pas ce gouvernement, mais bien avant, vous l'avez dit d'ailleurs depuis 20 ans, est-ce qu'on peut dire dans un pays démocratique, dans un pays avancé, que la santé est une variable d'ajustement? Est-ce qu'il n'y a pas, comme vous dites, d'autres secteurs qui pourraient peut-être être plus touchés? Moi, je pense, alors ça risque de choquer vos auditeurs, mais je pense qu'on dépense suffisamment d'argent pour la santé. C'est 11,3% du PIB français. C'est beaucoup, c'est au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Le problème, c'est où va l'argent? C'est-à-dire qu'il y a une discordance entre tous ces milliards qui sont alloués à la santé et ce qui arrive après au pied du lit du patient et dans la poche des infirmières. Et donc l'argent, au milieu de tout ça, est perdu quelque part. Et moi, je pense qu'il est perdu dans la technostructure, c'est-à-dire dans les couches intermédiaires. Voilà, au sens large, c'est-à-dire toutes ces agences sanitaires. Il y en avait une quinzaine avant le Covid, on en a rajouté 5 ou 6 ou 7 entre-temps. Tout ça, ça fait des coûts directs et indirects qui sont assez faramineux. Et puis, il y a autre chose qu'il faut dire aussi, et je vais encore plus choquer certains de vos auditeurs, c'est que la France est le pays le plus généreux pour les patients. C'est-à-dire que le reste à charge, ce qu'ils doivent payer de leur poche pour les soins, est le plus faible du monde. 6,9% des coûts globaux pour les dépenses de santé, 6,9% seulement sont à la charge des patients. Et donc, ce que je voudrais... Ah oui, c'est vraiment... Ah ouais. Voilà. C'est le taux le plus faible. Bon. Avec tous les abus que ça comporte, toutes les dérives, etc. Et donc, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas tout vouloir. On ne peut pas avoir une médecine gratuite ou presque. On ne peut pas avoir des hôpitaux flambant neufs. On ne peut pas avoir des médecins et des infirmières très bien payés comme ailleurs. On ne peut pas avoir une médecine de pointe. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut faire des choix. Et nous, on a fait un choix de société, qu'on peut regretter ou non, qui consiste à dire que les patients ne payent pas, ou ils payent très peu. Eh bien, l'argent, il faut le prendre ailleurs, du coup. C'est pour ça qu'on ne rénove pas les hôpitaux, c'est pour ça qu'on n'est plus vraiment à la pointe, c'est pour ça que nos infirmières sont mal payées aussi. On accuse toujours, et à juste titre, tous les frais de l'administration, la technostructure. C'est vrai que c'est un poste de dépense exagéré. Surtout peut-être 30%, c'est beaucoup. Il y a quand même presque 30% d'administratifs. Exactement. Quand même. 35 même. 35%, oui, c'est énorme. Mais il faut aussi dire qu'on est un pays où les patients ne payent rien ou quasiment rien. S'ils payaient peut-être un peu de leur poche, on n'en serait pas là non plus.
Oui, je crois que c'est important de dire cela. Mais alors justement, ce qu'on ne comprend pas, ma réaction à vos propos, c'est de dire, mais attendez, pourquoi primo ne paye-t-on pas en fonction de ses revenus ? C'est-à-dire que les plus hauts revenus pourraient payer incontestablement plus que les... Et puis qu'on réserve aux plus modestes, eh bien la quasi-gratuité. Et puis il y a aussi quand même la fraude à la sécurité sociale. Il y a aussi les fraudes sociales. Considérable. Je crois que c'est très considérable. On a reçu Charles Prats, notamment, qui a écrit un livre là-dessus. Quand on voit les dizaines de milliards, les fausses cartes vitales, etc., et puis des gens qu'on accueille, qu'on ne devrait pas accueillir. Donc, ce que vous dites, en fait, professeur Perromort, c'est de dire, oui, il y a l'argent est là, mais effectivement, il n'y a aucune raison que quelqu'un, mettons, qui gagne 20 000 euros par mois, paye autant que quelqu'un c'est-à-dire presque rien, que quelqu'un qui en gagne 1000, quoi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'on pourrait faire une pondération, bien entendu. Oui. Et comment ça se fait ? Écoutez, moi, chaque fois que j'entends ça qui part du bon sens et qui me paraît, je veux dire, frapper au coin de la légitimité, comment il se fait ? Et vous allez me dire, vous n'avez pas la réponse, mais quand même, je voudrais partager avec vous. Comment il se fait qu'on ne le voit pas ? Ça, c'est pas très compliqué à faire des pondérations. Les gens qui sont au pouvoir, quels qu'ils soient, à droite ou gauche confondus, c'est pas le problème. Comment ils ne pensent pas à ça et qu'ils se disent, allez, on va faire une échelle et... à chaque fois, je suis étonné par ce manque de réflexion. Par ce manque de courage, surtout, parce que je pense que tout le monde le sait, au plus haut sommet de l'État, tout le monde le sait, quels que soient les partis politiques. Il faut réformer la sécurité sociale, c'est une évidence, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on va dans le mur. Après, il faut du courage, parce qu'il faut remettre en cause un tabou français qui est celui de la sécurité sociale. La sécurité sociale, l'assurance maladie, c'est un tabou. Le jour où vous allez dire aux gens qu'ils vont plus avoir de bons de transport, de taxis conventionnés pour aller consulter à l'hôpital, ou bien que certaines personnes vont devoir avancer des frais quand ils vont être hospitalisés pour ceci ou pour cela, alors là, vous allez vraiment briser quelque chose dans l'ADN français, et il faut vraiment beaucoup de courage, à mon avis, pour l'annoncer, puis surtout pour le mettre en place. Et tous les présidents que j'ai vus et tous les ministres de la Santé que j'ai vus s'y sont absolument refusés. Ils ont tourné autour du pot sans arrêt, ils ont trouvé des petits moyens de dérembourser ceci, cela, discrètement dans leur coin, mais personne ne s'est attaqué frontalement à la vraie question, qui est le remboursement des soins par la sécurité sociale. Oui, et ce qui est étonnant, c'est vrai, parce que... mais on pourrait le faire, attendez, au nom de l'équité. Mais bien sûr, parce que le système d'aujourd'hui, finalement, est très injuste, puisqu'il fait des effets d'aubaine. Vous avez, par exemple, des gens à la CMU, ou qui ont une affection longue durée. Ils sont diabétiques, par exemple. Ils ne payent rien. Ils n'avancent aucun frais. En revanche, vous avez la petite mamie qui, elle, a une petite retraite, mais elle n'entre pas dans la case de l'ALD ou de la CMU. Donc elle a un reste à charge, alors qu'elle gagne 30 € de plus par mois. Donc ça crée, si vous voulez, des paliers, des effets d'aubaine qui sont injustes. Oui, c'est-à-dire que si on ne coche pas les bonnes cases, même si on est... on doit payer, alors que d'autres ne payent jamais rien. Et ça, on voit, les patients commencent à le sentir, à le dire, et certains sont assez mécontents. Ils aimeraient une remise à plat du système qui soit plus progressive et plus juste, en fait. Écoutez, on organise des commissions du matin au soir. Organisons enfin une commission pour la remise à plat du système de sécurité sociale. Vous avez parfaitement raison, professeur Perromort, et j'espère que vous en serez parti. En tout cas, nous, on vous suivra. C'est gentil.